Merci beaucoup. Je vais répondre pêle-mêle. Mes fiches ne sont pas correctement alignées. Et je vais prendre en fonction du classement. J'ai la première fiche, c'est M. Madana Kane. Bon, je suis tombé sur cette première fiche. M. Madana Kane, nous sommes très ravis de vous avoir ici. Et c'est hier qu'on m'a parlé de votre article, par contre. Et quand on était en travaux, et l'idée est venue de la part de monsieur, je crois que c'est monsieur le ministre d'État ou quelqu'un qui a proposé, puisque effectivement, même si vous êtes acteur politique, vous faites partie de ceux qui essaient de hisser le niveau du débat par de la production, la contribution intellectuelle, et nous vous en félicitons. Évidemment, nous avons considéré que votre contribution pourrait être importante. C'est hier qu'on en a parlé, effectivement, et c'est par la suite qu'on m'a envoyé votre contribution. Je l'avais reçu un peu avant, mais je ne l'avais pas encore lu. Et vous posez un certain nombre de questions relativement au benchmarking sur les travaux antérieurs dans le même sillage, notamment le PREF de 1979. Et les leçons qu'on devait en tirer sur ce qui n'a pas marché. Évidemment, nous ne sommes pas allés si loin. Moi, personnellement, mais je peux vous assurer que l'équipe et M. Sen, qui est mon conseiller économique, a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et jusqu'à hier soir, d'ailleurs, il était question qu'il me fasse un petit mémo sur le PREF. Mais dans tous les cas, le PREF a été un échec. C'était un plan très mal conçu de la vie générale. Et la conséquence est que le pays s'est retrouvé en ajustement structurel. C'est surtout le modèle qu'il ne faut pas suivre. Mais ce que j'ai apprécié hier quand j'ai survolé votre article, c'est que vous avez, dans la conclusion, posé un certain nombre de postulats. Vous avez demandé qu'il serait décevant qu'un plan de redressement ne réponde pas à un certain nombre de questions. La première, c'était le rétablissement des marges budgétaires de l'État étant impératif dans le contexte actuel des finances publiques. Quelles mesures concrètes le gouvernement a-t-il décidé de prendre pour réduire les dépenses et le train de vie de l'État et rationaliser le secteur parapublic? C'est une question à laquelle nous avons répondu, je crois. Vous avez posé une deuxième question. Dans le but de relancer l'investissement public, quelles sont les solutions immédiates et réalisables de mobilisation de ressources en dehors du marché financier sous-régional? Nous avons répondu à cette question. Dans le but de relancer l'investissement privé interne, quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement va prendre pour rétablir la confiance des acteurs économiques et s'assurer par ailleurs que les montants que l'État compte injecter au titre de l'appurement des arriérés des paiements soient réinvestis dans l'économie? Nous avons répondu à cette question. Sauf les mesures pour que les montants soient réinvestis. Je vous ai dit que nous sommes impuissants quand même à tordre le bras à une entreprise d'orienter son investissement dans tel ou tel autre sens. Vous avez dit, dans le but de relancer l'investissement privé international, quelles sont les réformes concrètes prévues au Code des investissements, au Code des douanes, au Code général des impôts? Nous avons répondu à cette question puisque les réformes seront bientôt finalisées pour ces différents codes. Dans le but de relancer l'activité économique dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, quelles sont les mesures incitatives et réformes précises décidées par le gouvernement? Ça, c'est dans les différents codes. Dans le but de relancer la consommation intérieure, quelles sont les mesures que le gouvernement a décidé de prendre pour augmenter le pouvoir d'achat des différentes tranches de la population, y compris les salariés du public et du privé? Nous avons répondu à cette question quand nous avons développé sur les axes de la réforme et sur les impacts attendus. Quelles sont les réformes précises envisagées, notamment dans le Code du travail et le Code général des impôts, pour favoriser l'insertion et l'emploi des jeunes?
Le Code du travail est quasiment finalisé. Le ministre du Travail est ici. Je crois que dans les prochains jours, il sera certainement approuvé en Conseil des ministres et présenté à l'Assemblée. Donc, vous avez posé un certain nombre de postulats. Ce qui a été présenté ici répond quasiment à toutes vos questions. Maintenant, vous déplacez légèrement le curseur pour entrer dans les filières, l'agriculture, la pêche, etc. Je l'ai dit, ce plan, évidemment, sur un point, nous pouvons trouver un consensus, et c'est un débat que j'ai eu avec le ministre de l'économie jusqu'à hier. Est-ce que c'est un plan de redressement des finances publiques ou est-ce que c'est un plan de redressement économique et social? Si on s'était limité à la première partie du plan, notamment les mesures de mobilisation de ressources pour nous permettre d'avoir une marge sans pour autant développer sur le reste, notamment les axes et les impacts sur lesquels nous avons visé particulièrement des retombées économiques et sociales, votre question aurait pu avoir sa pertinence et j'aurais accepté qu'on fait un plan de redressement des finances publiques. Mais ce plan va au-delà. Il ne règle pas toute la problématique économique, je suis d'accord, mais il va y contribuer de manière substantielle. Il ne réglera pas toute la problématique sociale, mais la partie publique de la problématique sociale pourra trouver solution à travers ce plan. Et donc, je crois que ce plan est totalement différent du PREF, du PREC, du PRES et de tous les autres plans qui ont été, et j'ai pris sur moi-même de développer 2 ou 3 slides sur les différences entre ces différents plans. Monsieur Alioune Badara Mbaye a posé la question de savoir ce qu'on envisage de faire pour, ne pas me répéter, faire du levier des jeunes talents, pour faire des jeunes talents un levier de transformation du numérique. Je crois que c'est toute la problématique du New Deal technologique que le ministre des Télécommunications avec toute son équipe ont pris beaucoup de temps à élaborer, mais avec des mesures d'accompagnement. Ce document complète un certain nombre d'autres documents. La vision, le master plan, le New Deal technologique, les consensus issus des États généraux. Il faut les lire en parallèle. Si je devais développer dans ce document tous les axes programmatiques, on reproduirait peut-être la vision sans la partie mobilisation du financement. Et donc, c'est pourquoi il a été retenu de publier la vision aujourd'hui même. Mais quelques mesures qu'on peut citer, c'est les mesures que nous envisageons de discrimination positive en faveur des startups du numérique, entre autres. Il y a également des mesures de promotion de l'industrie du numérique, la mise à niveau de la législation. Il faut un cadre législatif qui manque encore. Il faut compléter en tout cas pour créer les conditions d'appui et d'accompagner les jeunes talents. Quand je parle de discrimination positive, c'est dans le financement, c'est dans l'accès au marché, c'est dans un certain nombre de choses. Vous savez, dans le New Deal technologique, le maître mot, c'est la souveraineté numérique sur nos données, sur les outils que nous utilisons. Nous déplorons beaucoup, souvent, ce qui se passe actuellement. Nous utilisons des des logiciels dans des administrations extrêmement stratégiques dont nous ne détenons même pas quelquefois les codes sources, les clés. Et ça nous fragilise. C'est pourquoi nous avons encouragé l'année dernière le Govarton organisé par le ministère de la fonction publique. Aujourd'hui, je ne trahis même pas un secret, parce que le président de la République, le numérique, c'est une obsession pour lui, plus que pour moi-même d'ailleurs. Et je pense qu'avec la libération des emprises, il y a beaucoup de choses qu'il prévoit spécifiquement pour donner corps à ce hub numérique que nous voulons voir naître au Sénégal. Le doyen Modigorio a posé un certain nombre de questions. Je le rassure que nous ne sommes pas là pour satisfaire aux injonctions de qui que ce soit. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait cet exercice. C'est parce que nous voulons nous donner l'autonomie
la liberté et la souveraineté sur nos décisions. Vous n'avez pas entendu parler de si aujourd'hui nos partenaires, parce que rien ne justifie le retard qu'il y a actuellement avec le Fonds monétaire international, rien. Ils demandent tel document, tel autre document, et ils ont leur part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité. Ils ont leur part de responsabilité. Parce qu'ils ne peuvent pas venir chaque année faire des revues, faire des staff visites et ne pas voir quelque chose d'aussi gros. Donc, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, j'espère qu'il n'y a pas de politique mêlée à cette affaire-là, c'était de signer un nouveau programme avec le Sénégal et de continuer le travail que nous sommes en train de faire. On a l'impression qu'il y a un souci d'asphyxier le pays, mais le pays tient encore. Beaucoup de gens nous disent, mais comment vous faites avec cette situation? Le pays tient encore. Et mon souhait, c'est que nous puissions sortir de cette situation à travers les efforts que nous aurons fournis par ce plan de redressement. Maintenant, si entre-temps, évidemment, la situation se décantait et qu'avec le fonds, nous puissions avoir un programme, tant mieux. Tant mieux, parce que le programme du fonds en tant que tel, ce n'est pas ça qui nous fait vivre. Le fonds, c'est une garantie. Parce que quand vous avez un programme avec le fonds, ça rassure les marchés, ça rassure les investisseurs. Mais la seule mesure de taxation des jeux de hasard nous donne des ressources supérieures au programme du fonds. La seule mesure de taxation des jeux de hasard. Cela veut dire quoi? Ce que le président a dit tantôt. Si nous croyons en nous, nous pouvons le faire. Et ça nous laissera une plus grande latitude à négocier librement avec tout autre partenaire bilatéral, multilatéral, pour les investisseurs également. Nous aurons au moins cette latitude-là. Les priorités sociales, effectivement, c'est pourquoi le plan que nous proposons n'est pas un plan d'austérité. Un plan d'austérité vise à comprimer les dépenses, à limiter les offres en biens et services, les services sociaux, pour pouvoir rétablir des équilibres. Nous trouvons les moyens de nous aménager des marges budgétaires justement pour renforcer cette offre sociale. C'est totalement différent. Et vous l'avez compris dans votre réaction. L'éducation nationale, c'est une priorité. C'est-à-dire, c'est bien de faire des infrastructures, faire des autoroutes, faire des stades, de faire. Lu baax la. Mais bala nga naan naam ne fa Sénégalais yi li leen njëkk a yitteel mooy nañu faju, nañu jàng, nañu am dëkkuwaay, nañu nu mu tuddati yooyu mooy seen priorité, nañu am ndox, nañu am courant fu ñu munti nekk ci réew mi. Et ça, c'est les fondamentaux du développement. Le capital humain, c'est important. Et ça, c'est l'éducation, c'est l'enseignement supérieur. Malgré les contraintes, nous faisons énormément d'efforts pour ces secteurs-là. Si nous consentons à recruter d'un seul coup 500 enseignants du supérieur, plus que le recrutement sur les 10 dernières années, en un seul recrutement, et nous ferons les efforts. Les premiers retombées, c'est pour finaliser rapidement toutes les infrastructures des universités, en termes d'offres de lits, de restauration, en termes de construction de nouvelles universités. C'est une priorité pour nous. L'enseignement élémentaire, l'objectif de réduction des abris provisoires dans les plus courts délais. Donc ça, c'est des priorités. Et nous ne serons jamais, personne ne pourra nous mettre une pression pour changer ces orientations-là. Après, qu'on fasse en même temps les infrastructures qu'il faut, les routes, les autoroutes, les aéroports, c'est tant mieux. Mais la priorité, c'est de répondre aux besoins primaires des Sénégalais. La corruption, les surcoûts, vous savez, depuis qu'on est là, nous avons créé à la primature ce qu'on a appelé le comité de relecture.
Ce comité fait son travail. Beaucoup de choses ont été renégociées. Le dernier en date, c'est le contrat Aquaport avec nos partenaires saoudiens. Vous avez vu ce qui s'est fait dans l'électrification rurale avec Jean-Michel Sen. Les négociations. Les infrastructures, la construction des hôpitaux, la construction des salles de classe. Nous avons pu, par exemple, faire des économies de 30 milliards sur la construction des salles de classe. C'est 2000 salles de classe supplémentaires qu'on ajoute dans la construction. Je suis d'accord avec vous, la surfacturation est un fléau et elle s'accompagne toujours de corruption. Et c'est un combat que nous devons gagner. Indépendamment des aspects éthiques, moraux, chacun avec ses croyances. Mais l'État doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. On ne peut pas aujourd'hui passer par pertes et profits ce qui s'est passé. Et les actes qui doivent être posés sont en train d'être posés. Il faut qu'il y ait des gens qui répondent. On ne peut pas vous confier le destin d'un pays. Vous vous permettez d'établir des procédures parallèles pour endetter le pays dans l'opacité totale et léguer au régime qui suit, mais aux générations à venir, sur 20 ans, sur 50 ans même, une dette dont on ne connaît ni totalement les contours, mais surtout la destination, quelquefois. C'est un crime financier extrêmement grave. Il ne faut pas qu'on le banalise. Et ceux qui l'ont fait sont là. Oui, je suis d'accord pour les mesures d'accompagnement. C'est toute la stratégie de modernisation de notre administration. Oui, nous avons des fonctionnaires compétents, pour la plupart, intègres, pour la plupart. Vous savez, le phénomène de la corruption, le problème c'est qu'il y a un noyau qui s'y livre de manière exponentielle et souvent, malheureusement, on jette l'opprobre sur toute l'administration. Je peux vous assurer, pour avoir été fonctionnaire moi-même pendant longtemps, qu'il y a des fonctionnaires extrêmement intègres dans les différentes administrations. Mais il faut moderniser cette administration. On n'a pas encore une administration totalement orientée développement. Nous sommes tous d'accord. Les questions de célérité dans le traitement des dossiers en sont une preuve. D'où la politique de modernisation, la digitalisation des procédures qui permettrait peut-être par un clic souvent de régler des problèmes. L'identité numérique qui est en cours de confection. Il y a énormément de chantiers qui sont en cours et qui, je n'en doute point, permettront de répondre à certaines de vos préoccupations. La simplification, oui. Les orientations que j'ai données pour la réforme du Code général des impôts, c'est d'abord revoir les taux de taxation à la baisse. Je le dis tout le temps, le meilleur impôt, c'est celui qui ne pèse pas lourd, mais assis sur une assiette très large. C'est ça qu'il faut rechercher. Je préfère avoir un taux de 5% appliqué sur une assiette de 1 million qu'un taux de 10% appliqué sur une assiette de 1000. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Simplifier également les procédures et les impôts. Il y a beaucoup d'impôts, quelquefois. Et les Sénégalais ne s'y retrouvent pas. Quelquefois, ils peuvent être même de bonne foi, mais même pour les experts fiscaux, quelquefois, on maîtrise peut-être un livre du Code général ou deux, on a des problèmes pour le troisième livre, c'est très compliqué. Je crois que le travail de simplification a toujours été un vœu. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais il faut renforcer. Maintenant, je crois que j'ai été très clair. Nous avons entamé un travail. Il y a des mesures qui sont faciles à évaluer. Et comme il nous fallait lancer ce plan de redressement, il était temps de le faire.
nous ne pouvons pas attendre de terminer l'évaluation de toutes les mesures. J'ai considéré que j'ai peut-être 60 ou 70% de mesures évaluées. Comme l'a dit le président, le niveau de précision, on y a mêlé tous les services, le ministère de l'économie, le ministère des Finances, les statisticiens. J'ai dit, je ne veux pas qu'on m'énonce des mesures sans les évaluer. C'est très facile d'énoncer comme ça, mais je veux que ces mesures soient évaluées. Parce que dans ma conception des choses, c'est très facile d'avoir un programme. Mais tant que ce programme ne vous dit pas comment on va le financer, c'est une profession de foi, ce n'est pas un programme. Et c'est ce qu'on a toujours fait dans ce pays. Regardez le presse Covid. Si vous lisez financement, nous allons voir les bailleurs, financement concessionnel, dons, tirage FMI, etc. C'est ça qu'on vous dit. Mais on ne vous dit pas comment on va faire nous pour mobiliser des recettes ici. Et ce travail, nous l'avons fait, et les 50 milliards, considérez que c'est provisoire. Je vous ai lu une dizaine de mesures sur la réduction du train de vie de l'État. Mais je ne peux pas vous dire tout de suite, quand on va mettre la centrale d'achat, qui va en dehors de quelques types d'achats très techniques, par exemple, l'acquisition de produits pétroliers ou les produits pharmaceutiques. On peut laisser la SAR, produits pétroliers, on peut laisser comment s'appelle l'agence qui s'occupe des produits pharmaceutiques. La PNA s'occuper de ces secteurs. Mais pour tout le reste, les mobiliers de bureau, les billets d'avion, le matériel informatique, tout ce que vous voulez, si on centralise les expériences ailleurs, c'est qu'un pays comme la France a ce qu'ils appellent l'agence pour les achats de l'État, AAE. Cette agence centralise les achats. Et les statistiques dont nous disposons, c'est que c'est des gains substantiels qui sont réalisés quand vous faites ça. Mais je ne peux pas vous dire tout de suite que ce sera 100 milliards ou 200 milliards. Le travail continue. C'est toutes les mesures sur ce plan-là. Mais j'ai pu vous assurer que toute charge non indispensable, superfétatoire, redondante, sera supprimée de l'administration. Par contre, cela ne veut pas dire aussi qu'il nous faut aller vers le misérabilisme. L'administration a besoin de moyens pour travailler et faire des résultats. Maintenant, nous n'avons pas dit que nous allons... Les mesures d'accompagnement, oui, mais nous n'en sommes pas encore là parce que nous ne sommes pas dans l'optique de tout de suite et maintenant de réduire des emplois. Et il y a un travail qui sera fait d'accompagnement dans les fusions, dans les suppressions de services. M. Abdelaziz Kébé nous parle de marge encore. Oui, il y a énormément de marge encore. C'est pourquoi moi je dis, repartez dans mes écrits, mon livre Solutions de 2018, ce que j'avais dit sur les marges budgétaires dont nous disposons. Et j'avais conclu que ma conviction, c'est qu'on n'a pas encore exploité peut-être le tiers même de nos capacités. Vous avez parlé des dépenses fiscales. Chaque année, je ne sais pas si ça se fait jusqu'à présent, il y a le rapport sur les dépenses fiscales. Nous allons y travailler. Les exonérations, regardez les renégociations dans le domaine des cimenteries par exemple. Mais on ne peut pas avoir une cimenterie qui en phase d'exploitation continue à avoir des exonérations. 15 ans, 20 ans, 25 ans plus tard, elle a des exonérations. Et vous savez c'est quoi? C'est minimum 300 milliards par an que nous perdons. Donc, sur les dépenses fiscales, nous sommes d'accord. Les restes à recouvrer, oui, mais ne prenez pas les chiffres tels quels, parce qu'il y a toujours un stock non viable dans ces restes à recouvrer. Ça a été toujours comme là, et le travail sera fait pour apurer.
Il y a, je n'ai pas voulu appeler le patronat, mais il y a la dette fiscale de 1700 milliards qui n'est pas encore, qui doit être payée, mais on ne va pas vous les demander tout de suite. Je ne veux pas vous appeler, mais c'est une marge également. Il y a eu des mesures de suspension durant la Covid, mais il y a d'autres types de dettes qui sont là. Mais pour accompagner justement le patronat auquel nous devons également de l'argent, on peut faire une convention de dette croisée. Vous nous devrez encore beaucoup. Mais nous sommes là aussi pour vous. Et tout ça, c'est des marges, effectivement. La répartition de la charge, impôt direct, impôt indirect, ça, toutes les économies sous-développées, malheureusement, ont cette inversion. Dans les économies développées, c'est le contraire. Évidemment, nous allons travailler à remonter cette pente-là et revenir à des équilibres plus acceptables. Les questions de transfert du recoupement et autres, je laisserai au ministère des Finances le soin de voir les meilleurs schémas. Douane ou trésor ou impôts, ils verront. La réforme de la fiscalité locale, c'est un chantier avec le ministère de l'Urbanisme et le ministère des Finances. Dans le cadre de l'acte 4 de la décentralisation, corrélé au pôle de développement, nous sommes en train d'y travailler. Mais si vous repartez dans nos écrits également, j'avais coproduit un ouvrage avec l'actuel ministre de l'Urbanisme sur notre vision relativement à la décentralisation, c'est de régler définitivement la viabilité financière des collectivités territoriales. Nous sommes l'un des pays qui a le taux de transfert le plus faible. Comparé même au Mali qui a 12%, au Maroc qui a 20%, nous on est encore à moins de 5%. Il faut relever substantiellement ce taux à travers les transferts, mais à travers également l'accroissement de la fiscalité locale. Et ça, c'est doctrinaire chez nous. Nous allons continuer à y travailler. La stratégie nationale de la bonne gouvernance, elle va accompagner certainement tous ces textes qui sont faits actuellement et qui concourent tous à cette préoccupation de bonne gouvernance. Mais c'est un chantier auquel peut-être vous serez conviés, qu'on finalisera pour compléter le package dont a parlé le président tout à l'heure. Oui, moi je pense que quand on a géré un pays, quelle que soit votre fonction, président, premier ministre, ministre, directeur général, vous ne devez pas pouvoir, au lendemain de la fin de vos responsabilités, prendre la clé des champs. Il faut rester un peu pour qu'on voie si il n'y a pas des choses à vous imputer d'abord. Beaucoup de gens sont sortis du pays, des dossiers les concernant sont ouverts et ça crée une sorte d'impasse juridique où ça rend les procédures beaucoup plus difficiles. Je pense qu'à un moment donné, peut-être c'est ce qui avait motivé la prise de certaines décisions interdisant certains de sortir du territoire. Beaucoup ont dit que c'était illégal. Et il faudrait peut-être légiférer pour donner une base légale à tout ça et renforcer un peu la reddition des comptes. Madame Mamdiara Ndiaye de la société civile, nous sommes tout à fait ouverts pour impliquer, associer la société civile à ce que nous faisons. Toutes les bonnes volontés, toutes les compétences sont les bienvenues aujourd'hui. Parce que le pays n'appartient pas aux politiques, il n'appartient pas seulement aux tenants du pouvoir, il nous appartient à tous. Il faut juste qu'on s'entende sur les règles de collaboration et de travail et que les rôles soient bien compris de part et d'autre. Comme je dis souvent, il ne s'agit pas de co-gouverner. Dans une démocratie, ceux qui sont allés à la rencontre du suffrage, qui ont la confiance du peuple, avec un programme, au moins durant leur mandat, doivent gouverner. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on a besoin d'écouter, de nous enrichir des expériences des uns et des autres. Et sous ce chapitre, nous sommes tout à fait ouverts. Nous prenons au vol votre main tendue et nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec toute la société civile, sauvegarder l'espace de la société civile
Nous n'avons aucun problème, nous ne sommes pas là pour grignoter sur l'espace de la société civile. C'est le contraire qu'il faut interroger. Est-ce que la société civile n'envisage pas de grignoter sur le nôtre? Vu les interpellations quelquefois et la teneur, c'est comme si certains de la société civile étaient élus à notre place pour décider à notre place. Mais nous ne sommes pas là, nous, pour interférer sur la société civile. Et enfin, le rôle des femmes. Je crois que dans toutes les politiques publiques que nous développons, nous parlons de plus en plus même de discrimination positive. Les femmes sont les premiers acteurs du développement de ce pays. Je le sais, et c'est pourquoi, partout où j'ai été, à titre personnel, les maigres revenus que j'avais, je les ai alloués à des associations féminines pour les aider à se renforcer. Et c'est ce que l'État va continuer à faire. Et hier, j'étais particulièrement content, lors de la remise des lauréats, de voir qu'il y a quasiment autant de femmes, ou peut-être plus de femmes que d'hommes. Et ça va dans le bon sens. Rassurez-vous, c'est une préoccupation. Et nous allons mettre